d'avoir répondu présent ce soir pour notre troisième conférence. Donc cette fois-ci, nous nous écartons un petit peu de nos habitudes politiques de Sciences Pistes pour nous intéresser ce soir au monde des études économiques et de la statistique. Pour ceux qui auraient quand même quelques inquiétudes au vu de la tournure de la conférence, je vous rassure, on ne va pas parler que de chiffres et que de statistiques, il n'y a pas de souci. Donc grâce à M. Tavernier, nous allons pouvoir aborder de nombreuses thématiques, telles que la construction de statistiques, bien évidemment, mais aussi l'indépendance de ces dernières face au monde politique et leur utilisation par les médias. Plein de questionnements auxquels M. Tavernier nous fait l'honneur de répondre ce soir en tant que directeur général de l'INSEE, l'Institut national des statistiques et études économiques. Monsieur Tavernier, diplômé de Polytechnique, vous avez spécialisé votre carrière en économie à l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Entre-temps, vous avez cumulé de nombreuses fonctions, notamment celle de chargé d'études à la direction de la prévision du ministère de l'économie et celle de maître de conférence à l'ENA et à l'ESSEC. Vous vous tournez ensuite de manière plus approfondie vers le domaine politique pour la suite de votre carrière, en étant conseiller auprès de nombreux ministères et directeur des politiques économiques à la Direction générale du Trésor. Vous contribuez ensuite à la préparation du programme économique de Nicolas Sarkozy pour l'élection présidentielle de 2007 et devenez directeur du cabinet d'Éric Woerth pour l'élection au ministère du Budget. En résumé, une carrière en politique bien marquée qui vous vaudra à la place de directeur général de l'INSEE depuis 2012. Une expérience professionnelle plus qu'enrichissante qui va nous permettre de mieux comprendre les enjeux actuels de cette utilisation statistique. Merci beaucoup pour votre présence, Monsieur Tavernier. Je vous laisse donc entre les mains de Paul-Louis et Victor et je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Je suis victime de Google, hein, parce que, alors, si vous googlisez mon nom, tout ce qui apparaît, parce que il y a des gens qui ont trouvé ça intéressant de répercuter très souvent, c'est que j'ai participé au programme économique en 2007, alors que ma contribution a été plus que modeste, voire quasiment insignifiante. Et alors, vous avez dit, c'est cette carrière en politique qui m'a valu d'être nommé DG de l'INSEE, j'ai cru entendre ça. Alors non, je pense pas. Hein. Je pense pas du tout que. J'espère que j'étais légitime, indépendamment d'avoir fait les postes en cabinet, à vrai dire, assez techniques et pas vraiment politiques. Vous m'entendez? Ouais. Donc, pour commencer de manière générale, donc vous êtes le directeur général de l'INSEE. Donc, est-ce que globalement, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier, le rôle de l'INSEE, ses activités et comment fonctionne cet organisme? Oui, alors je vais vous parler. Le métier du patron à l'INSEE, c'est un peu un chef d'entreprise. Donc chaque jour, on se demande ce qui va arriver. C'est assez variable. Mais alors l'INSEE, pour expliquer l'INSEE, c'est plus intéressant. L'INSEE, moi je dis toujours que c'est le navire amiral de la statistique publique en France, parce que toute la statistique publique n'est pas faite par l'INSEE. Il y a aussi des services statistiques dans les ministères. Donc il y a beaucoup de statistiques qui sont faites par l'INSEE. Il y a les comptes nationaux, la croissance, il y a l'indice des prix, l'inflation, il y a le chômage, en fait il y en a à peu près autant que de jours ouvrés hein, en moyenne. Mais il y a également les statistiques qui sont faites ailleurs. Hein, par exemple, les statistiques en méthode de santé sont pas du tout faites à l'INSEE, ils sont faites aux statistiques du ministère de la Santé, ou PISA pour l'évaluation des élèves, c'est fait dans une direction de l'éducation nationale qui fait partie du système statistique public. Donc j'ai un magistère d'influence, on va dire, sur l'ensemble du système statistique public. C'est pour ça que je dis que c'est le navire amiral. Mais ça ne fait pas toute la statistique publique. Il y a deux choses à ajouter, c'est que d'une part, parce qu'il y a INSEE, il y a un INSEE et l'Institut national des statistiques, ce qui est commun à tous les pays, et nous en France on a études économiques, et c'est assez important et on y tient beaucoup, c'est que à l'INSEE on a un pôle d'études économiques, on fait des choses que les instituts statistiques ne font pas d'habitude, comme des notes de conjoncture pour faire des prévisions. Mais aussi, plus généralement, on ne veut pas balancer les statistiques sans les expliquer, les commenter, les inscrire dans une histoire et essayer d'aider l'utilisateur à plus que le font la moyenne des autres instituts statistiques. Et on a une gamme de publications qui va... Alors le dernier né, c'est le blog, on s'est mis au blog et c'est cette semaine. En passant par les 4 pages jusqu'à des ouvrages, on est à peu près les derniers à en faire, des INSEE références qui peuvent faire 150 pages
un sujet ou un autre. Et puis, ce qu'il faut ajouter aussi, et qui prend pas mal de temps, c'est qu'il y a d'autres missions. Il y a la mission de mise à disposition des données, y compris pour les chercheurs, qui est devenu quelque chose de très important et qui est assez nouveau. Pendant longtemps, en fait, les statisticiens publics avaient l'apanage d'utiliser les données individuelles, et depuis plusieurs années, ça a été une tendance depuis plusieurs décennies. Mais là maintenant, on est à peu près au bout du chemin. La plupart des données individuelles qu'on utilise pour nos enquêtes ou les données administratives sont maintenant accessibles aux chercheurs dans des conditions de respect de la confidentialité, de l'anonymat, etc., etc. Donc c'est une activité assez importante. On s'y met aussi à l'open data, du reste, pour des choses qui ne sont pas identifiables. Et puis, dernière activité importante dans la vie de l'INSEE, c'est tout ce qui concerne les registres. Donc l'INSEE tient le registre des personnes physiques, donc le numéro de sécu, c'est le numéro qui est donné par l'INSEE. Et avec ça va le registre électoral. J'espère que vous êtes tous inscrits. Vous êtes inscrits, vous êtes dans le registre électoral. Et depuis l'an dernier, d'ailleurs, vous ne pouvez plus du tout être inscrit dans plusieurs communes à la fois, parce qu'on a construit un répertoire électoral unique. Dernier registre, c'est le registre des entreprises et des établissements, Sirène. Donc toutes les entreprises sont immatriculées en Sirène, Sirette. C'est aussi un registre tenu par l'INSEE. Et la tenue de registre, c'est un rôle régalien qui prend pas mal de temps et où il y a pas mal de boulot en matière de simplification, de services aux usagers, etc., etc. Je le rappelle, vous avez été diplômé de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, puis directeur du cabinet de Rivert entre 2007 et 2010. Pourquoi avoir choisi l'INSEE comme suite de votre parcours professionnel? Ah, oh là, ça remonte à longtemps, ça. C'est donc à la sortie de l'X. Moi, j'ai choisi le corps des administrateurs de l'INSEE. Il porte toujours ce nom un peu suranné, le corps des administrateurs de l'INSEE. Parce que j'avais envie de comprendre, je crois, basiquement comment fonctionnait l'économie, et c'est ça qui me motivait à l'époque. Et puis j'ai commencé cette carrière, j'ai fait une carrière surtout, pas tant dans la statistique que dans le conseil de politique économique, dans ce qui s'appelait la direction de la prévision, qui a refusionné, je dirais, avec la direction du Trésor aujourd'hui. L'usage, je dirais, c'est de nommer à la tête de l'INSEE quelqu'un qui n'a pas forcément fait toute sa carrière dans la production statistique, mais qui est plutôt un utilisateur, comme moi, quelqu'un qui a plutôt fait carrière dans le conseil de politique économique comme économiste, et qui est en fait le premier utilisateur des données. Ça renforce un peu cette histoire que je disais tout à l'heure, qu'on veut produire la statistique, mais on veut aussi la commenter, l'expliquer. Donc toujours sur le rôle de l'INSEE, donc à la partie statistique, récemment l'historien et anthropologue Samuel Todd a critiqué, a estimé que vous n'avez pas totalement pris en compte l'inflation en ne prenant pas en compte le logement. J'ai pu voir sur votre blog récemment que l'INSEE a répondu, mais donc je profite de cette remarque pour vous questionner sur la démarche générale des statistiques, sur comment vous procédez pour construire ces statistiques, sur le choix des variables à intégrer, sur comment sont-elles relevées, si c'est au niveau local, national, sur la production de statistiques en général et sur sa démarche. D'accord, donc vous avez 3-4 heures devant vous, là. Alors, c'est Emmanuel Todd. Oui. C'est Emmanuel Todd, oui, qui a lancé une polémique de manière assez déplacée, moi je trouve, enfin qui n'est pas sur la bonne tonalité. Il est dans une espèce de procès d'intention, de suspicion sur l'indépendance de l'INSEE, parfois dans des attaques ad hominem. Bon, c'est vraiment pas à la hauteur du sujet. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas sujet. On a déjà eu l'occasion de répondre avec un auteur sur le même genre de polémique, à la limite du populisme, je dirais. On a déjà eu l'occasion de répondre. Bien. Les critiques qui portent, j'en parle un peu parce que c'est vrai que c'est un peu mon actualité en ce moment. Il est très très présent partout. Et il essaye d'être, comment dire, enfin moi je le vis comme malveillant, donc je réponds un peu. Les critiques qui portent sur l'inflation, c'est d'une part le poids du logement, et c'est en ça qu'on répond dans la note de blog. Et puis c'est une deuxième question qui est un peu compliquée d'un point de vue méthodologique,
c'est l'effet qualité. C'est de dire, si vous avez, je ne sais pas, un ordinateur qui est 50% plus puissant que le précédent, mais qui vaut 50% plus cher, pour nous, il a le même prix, parce que c'est la qualité, sa valeur augmente, mais c'est un volume, c'est pas un prix. C'est comme ça que la croissance, c'est de ça que vient la croissance du reste. Évidemment, on a envie d'avoir l'ordinateur dernier cri, et donc en matière d'appréciation du coût de la vie, on se sent appauvri si on ne peut pas l'avoir. Et c'est là toute la logique, toute la discussion, on pourra l'avoir, hein, la développer si vous voulez dans vos questions, mais sur la mesure et le ressenti du pouvoir d'achat, c'est autour de cette histoire-là. Donc il y a des vrais sujets toujours sur je prends cet exemple parce que vous l'avez donné, il y a toujours des vrais sujets sur les indicateurs. Nous, vous avez vu, on a notre logo là, c'est mesurer pour comprendre. Donc il faut mesurer et après on peut expliquer, ça c'est comme je vous l'ai dit, mais il faut aussi comprendre pour mesurer, c'est-à-dire c'est le vieux sujet de la réflexivité cher à des économistes et statisticiens de l'INSEE depuis des décennies. Le choix de l'indicateur est toujours un peu signifiant. Bon. Alors aujourd'hui, l'affaire est un peu mature, c'est-à-dire que dans la plupart des statistiques que vous avez, il y a des conventions internationales très bien établies. Elles sont d'ailleurs, moi je dirais 2/3 de la production statistique, c'est toujours un peu le chiffre que je donne. 2/3 de la production statistique sont régis par des règlements européens. Et on a des mécanismes de revue par les pairs, de reporting, donc on ne fait pas ce qu'on veut, quoi. Donc c'est vrai de l'inflation, c'est vrai. Donc c'est pour ça que ces critiques-là, il faut en plus laisser penser que c'est des problèmes nationaux, c'est aussi être à côté de la plaque. Mais il y a toujours des choix. Par exemple, vous pouvez avoir en tête qu'en ce moment, dans la revue de la politique monétaire qu'a lancée la Banque Centrale Européenne, il y a une interrogation sur le poids du logement, effectivement, dans les listes des prix. Aujourd'hui, on a, alors c'est ça qui est expliqué dans le blog, je fais la publicité de ce blog parce qu'on veut faire des choses plus faciles d'accès et qui répondent à l'actualité à travers le blog. Donc allez le voir, on va essayer de le faire vivre, c'est le démarrage. Mais aujourd'hui, dans l'indice des prix, vous avez les loyers à hauteur de leur pondération en tant que locataire effectif. Donc aujourd'hui, il y a à peu près un gros tiers de locataires, c'est vrai qu'en France comme dans l'Union Européenne, les loyers c'est 6% de l'indice des prix. Donc on se dit c'est peut-être pas beaucoup par rapport à la préoccupation qu'on a du logement. Bon. Et il y a une possibilité qui est de mettre ce qu'on appelle les loyers imputés, c'est-à-dire les loyers fictifs des propriétaires, les loyers que les propriétaires se payent à eux-mêmes dans l'indice des prix pour augmenter l'indice des prix des loyers. Il y a des banques centrales de par le monde qui préfèrent cet indice de prix-là. Donc il y a des vrais débats, vous voyez, autour de ça, qu'on peut avoir, qui sont jamais absents de réflexion sur la conduite de la politique économique et sur les instruments qu'il faut avoir. Et j'ai déjà répondu longuement, mais on pourrait, je vais m'arrêter là, ça pourrait m'en encore bien plus loin. Merci. Et d'abord, maintenant sur les éléments statistiques. Comment, selon vous, les indicateurs économiques parviennent-ils à rendre compte de la réalité? Je pense notamment au réel bien-être des populations. Est-ce que c'est vraiment pertinent, selon vous, de gérer de cette manière? Alors, oui. Donc, on a essayé d'accroître au fil du temps la panoplie des indicateurs statistiques dans différentes directions. La première chose, c'est que on a voulu sortir, bon, ça a un moment, hein, il y a pas mal d'années, de la dictature de la moyenne et dire il n'y a pas que la moyenne qui est intéressante, il y a aussi la dispersion, la distribution. C'est vrai du revenu, c'est vrai des patrimoines, c'est vrai de la structure de la consommation, c'est vrai de tous les phénomènes sociaux, à vrai dire. Et donc en exploitant les données individuelles, soit les enquêtes, soit les données qu'on peut avoir comme les données fiscales, les données administratives, on peut bien sûr publier des statistiques non seulement sur la moyenne, mais aussi sur les écarts types, par décile, voilà. Et donc on le fait de plus en plus, et c'est comme ça qu'on a des indicateurs d'inégalité de revenus. Bon, c'est la première chose. La deuxième dimension dans laquelle la statistique s'est développée, c'est la dimension territoriale. C'est d'essayer de faire des statistiques qui soient le plus possible territorialisées. La France, c'est pas le pays où il y a les inégalités géographiques les plus fortes. Hein. Il y a beaucoup de pays, y compris dans l'Union Européenne, où il y a beaucoup plus d'inégalités, je dirais, géographiques qu'en France. Bon, cependant, c'est quand même toujours quelque chose auquel on est sensible. L'actualité encore récente en témoigne.
Donc on a été dans cette direction-là. Évidemment, c'est plus facile quand on a des données administratives que des enquêtes, parce qu'une enquête représentative au niveau national, il faudrait en décupler le prix pour qu'elle soit représentative au niveau de chaque région, par exemple, encore plus au niveau de chaque département. Donc, mais on essaie d'aller dans cette direction, et de plus en plus de ces idées territorialisées. Sur le site de l'INSEE, par exemple, aujourd'hui, vous avez alors, pas sur le site, c'est que si vous cherchez, mais vous pouvez avoir les données individuelles de tous les ménages français où on appareille à la fois leur revenu imposable, leur revenu non imposable, et ça permet d'avoir, alors ça on trouve sur le site, des indicateurs de disparité de revenus au sein même d'une commune, par exemple. Et puis la troisième dimension dans laquelle on s'est orienté, au fur et à mesure de la statistique publique, c'est des questions de plus de mesures subjectives. Alors en 2007, il y a eu une grande conférence à Paris, présidée par Stiglitz, Sen et Fitoussi, dont le titre était Beyond GDP, aller au-delà du PIB, justement, aller au-delà pour essayer de parler plus au ressenti. Et sont développés, notamment en Europe, avec encore une fois un règlement européen, des enquêtes où on demande aussi aux personnes leur appréciation subjective. Donc, par exemple, on demande sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous sentez, où est-ce que vous placez votre bonheur, quoi, Et alors, on ne demande pas que ça, on demande où en sont vos relations sociales, où en est l'appréciation de votre santé, quelles sont vos privations dans la vie quotidienne, etc., etc. On essaie de relier, de comprendre tout ça. Donc, on essaie d'aller vers le sens aussi de mesurer le bien-être subjectif, et puis son lien au revenu, parce que le revenu, évidemment, est un facteur important du bien-être, tel qu'on le mesure par ces enquêtes, mais c'est pas le seul. La santé, les relations sociales sont aussi quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà dans les dimensions dans lesquelles on va. Après, on a toujours une polémique. Alors, donc nous, on explique que le pouvoir d'achat, en gros, depuis la crise de 2008, il est stagnant. Alors, il n'a quasiment pas évolué pour les Français. Ce qui est vrai pour l'ensemble des Français, c'est vrai à chaque décile de revenus. Donc les inégalités sont restées à peu près les mêmes. Voilà. Et on voit à peu près que pour chaque décile de revenus, il y a cette stagnation de pouvoir d'achat, en gros, depuis l'année avant la crise financière, depuis 2008. Alors là, tout le monde nous dit, mais non, mais on a une ressentie de baisse de pouvoir d'achat, etc., etc. Et là, ça interpelle la mesure. Et donc, encore une fois, ce sujet, c'est que le pouvoir d'achat, comment on mesure, c'est avec l'inflation telle que je vous l'ai expliqué. On tient compte d'un effet qualité, mais évidemment, nos standards de vie, nos aspirations s'accroissent. Donc, si on a le même pouvoir d'achat, alors que par ailleurs, on essaie de nous vendre des produits de plus en plus sophistiqués, de plus en plus... ça veut dire que par rapport au coût de la vie et aux aspirations telles qu'on les a, on peut décrocher un peu. Donc il n'y a pas, contrairement à ce qu'on entend beaucoup, il n'y a pas de contradiction, je pense, entre les mesures qu'on a dans l'appareil statistique et puis le ressenti. Et puis ce qu'on explique, ce que moi j'ai expliqué à différentes reprises, c'est que 10 ans de stagnation de pouvoir d'achat, c'est inédit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, quand on a eu l'habitude de progresser, de voir que ses enfants se portaient mieux, enfin avaient une meilleure vie que chaque génération ça s'améliorait, le fait de stagner pendant 10 ans, c'est ressenti comme un coup d'arrêt, et ça ne me semble pas incohérent avec le ressenti tel qu'on le mesure. Vous avez évoqué la crise de 2008, j'en profite pour rebondir sur votre remarque. Vous avez été directeur de cabinet, donc d'Éric Woerth, ministre du budget sous Nicolas Sarkozy, donc entre 2007 et 2010, soit pendant la période de la crise des subprimes. Quel regard aujourd'hui portez-vous sur cette crise, notamment vis-à-vis des indicateurs économiques qu'en partie vous mettez en place, et comment cette crise a-t-elle été gérée, notamment au ministère du budget, mais plus généralement au ministère de l'économie et au sommet du pouvoir économique Oui, c'était des regards de 2007 à 2009, non, ça va passer un détail. Et effectivement, ça a été évidemment très connoté par l'arrivée de la crise financière, qui arrive toujours. Les questions de régulation financière, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je vois bien que ça arrive toujours un peu par surprise. Et qu'il y a toujours en matière de régulation financière des questions qui se posent, des progrès à faire, des zones grises à réguler, etc. etc. Et
puis que la contagion est dans le système actuel. Pardon. La contagion est très rapide. La réaction, elle a été... enfin, moi, je l'ai vécu, donc, effectivement, de l'intérieur, comme dire, du ministère des Comptes publics. La réaction, elle a été très rapide pour... c'était d'abord une crise de liquidité, donc il fallait sauver le secteur financier et régler le problème de la crise de liquidité. Et ça, c'était vraiment... c'était pas dans le ministère des Comptes publics, c'était au ministère de l'économie et des finances. Donc le cabinet de Christine Lagarde, le cabinet de Matignon à l'Élysée qui était à la manœuvre, le Trésor. Et tout ça s'est fait de manière extrêmement réactive et les gens ont vraiment travaillé sans compter. Et on travaillait ensemble parce qu'il y a eu des lois de finances rectificatives et donc il fallait que les deux ministres portent ça en commun. Après, vraiment cette gestion quasi immédiate de la crise, il y a eu le moment de la réponse de politique budgétaire, alors, qui a été, au-delà de, vous savez, laisser jouer sa bilan automatique, c'est-à-dire l'économie plonge, enfin, oui, ça le plonge, c'était une croissance fortement négative en 2009, et on n'essaye pas d'atteindre l'équilibre budgétaire, enfin, le déficit budgétaire qu'on avait prévu, on laisse baisser les recettes sans réagir, on creuse le déficit. On est allé au-delà de ça, et une réflexion assez rapide au niveau international, et c'était la règle dite des 3 T, c'est-à-dire qu'il fallait faire du timely, temporary, targeted. Et alors, moi je ne suis pas apprécié aux historiens, parce que de juger c'est une histoire ancienne, mais en tout cas c'est ce qu'on a essayé de faire à travers des mesures de trésorerie vis-à-vis des entreprises, à travers des mesures de baisse d'impôts instantanées, à travers des mesures de relance, c'était le plan de relance. On a essayé de faire des mesures rapides, timely, des mesures qui n'insultaient pas l'avenir, c'est-à-dire que c'était des dépenses sur une période donnée, mais qu'elles n'entraînaient pas un déséquilibre récurrent des finances publiques, et puis qu'elles étaient ciblées en son sens, qu'elles étaient sur des choses qui permettaient, soit via le support de trésorerie, soit à travers de la dépense, par exemple d'investissement, etc., à l'économie de rebondir. Bon, on a essayé de le faire, mais franchement, maintenant, c'est à l'histoire de juger. En tout cas, ça a été... parce que je vois que souvent, on voit beaucoup trop d'idéologie. Ça a été une politique complètement keynésienne, qui n'était pas forcément attendue voilà, à cette époque-là. Il faut être pragmatique, quoi, parfois. L'INSEE est une direction générale du ministère de l'économie et des finances. Et cette direction va être nommée sur décret en Conseil des ministres. Et d'ailleurs, afin de garantir l'indépendance de l'Institut, la loi de modernisation de l'économie en 2008 a créé l'autorité de la statistique publique. En quoi cette autorité veille-t-elle et permet-elle de garantir l'indépendance de l'INSEE? Oui, c'est un débat... voilà. Mais c'est un débat pour le public de Sciences Po, ça c'est... Alors, oui. Comment je vais vous présenter ça? Alors effectivement, en droit, je suis nommé en Conseil des ministres, j'étais nommé en Conseil des ministres, donc je peux être changé à chaque Conseil des ministres. Donc moi, ça fait quasiment 8 ans que je suis en poste. J'ai donc survécu pour l'instant à 400 Conseils des ministres. Et effectivement, la question c'est de se dire, est-ce que c'est compatible de dire l'INSEE est quelque chose d'indépendant du pouvoir politique et d'avoir quelque chose qui en droit est une direction du ministère de l'économie et des finances dont le patron peut être nommé et est nommé en Conseil des ministres. Ce qu'il faut que je vous dise quand même, c'est que c'est une question de droit. Dans les faits, ça fait quand même très très longtemps que je pense qu'historiquement, depuis le début, il y a très très peu d'entorses à l'indépendance des statisticiens, historiquement dans le travail de l'INSEE, mais depuis très longtemps. Et donc vous pouvez avoir confiance sur les séries historiques que fait l'INSEE en matière d'inflation, de chômage, etc. Elles ne sont pas le reflet d'une influence politique, elles ne l'ont pas été. Et s'il y a pu avoir, quand on remonte très très longtemps en arrière, s'il y a pu avoir parfois des essais des politiques de jouer un peu sur un indicateur, etc., ce n'est franchement plus possible, c'est plus
plus possible, quoi. Aucun politique ne prendrait le risque de ce pays de polémique sur le fait d'avoir voulu modifier, ne serait-ce qu'à la marge un indicateur par rapport, ou une publication par rapport à ce qu'on fait. Bon, il reste que malgré tout, c'est pas mal tentant d'adapter le droit au fait, d'autant plus que suite aux crises grecques, suite aux crises, aux problèmes qu'ont connus certaines statistiques en Grèce, notamment le chiffre du déficit public. La Grèce est rentrée en zone euro avec un déficit public qui était très très minoré. Et donc il y a eu, suite à ça, des évolutions du droit européen pour accroître la pression sur la qualité de la statistique publique, accroître la pression sur l'indépendance de la qualité de la statistique publique, sur le rôle du chef de l'Institut national statistique comme garant de la qualité de toute la statistique publique européenne qui est produite, etc. Bon. Donc, une des réponses à ça, je pense en France, a été de dire on conserve ce fonctionnement institutionnel qui est l'INSEE comme direction du ministère des Finances, son patron nommé en Conseil des ministres, mais on crée une autorité indépendante, l'autorité de la statistique publique, elle est vraiment une autorité totalement indépendante, et qui tous les ans fait un rapport pour dire est-ce que ça a bien fonctionné, est-ce que tout le travail de la statistique publique, de l'INSEE et des statistiques ministérielles dont je parlais tout à l'heure répond aux exigences de qualité, d'indépendance, et où il y a un code de bonne pratique en matière de politique statistique européenne. Et maintenant, parce que le texte qui régit l'ASP s'est un peu développé au fil du temps, maintenant l'autorité de la statistique publique aussi émettrait un avis public si elle trouvait que le patron de l'Institut était viré pour des raisons politiques, ou si on nommait quelqu'un qui n'avait pas les credentials, qui n'avait pas les qualités professionnelles requises pour le poste. Donc voilà, et donc il y a un rapport, je vous l'ai là, hein, chaque année, il y a un rapport qui est intéressant parce qu'il donne aussi un aperçu de tout ce qu'a fait la statistique publique. Alors il parle éventuellement des polémiques qu'il y a pu y avoir, il parle des ruptures d'embargo, s'il peut arriver qu'il y en ait, c'est vraiment de plus en plus rare aussi, mais il parle aussi des progrès qui sont faits. Un progrès très important en fait en matière d'indépendance statistique, et là on a encore progressé, y compris dans les années récentes, c'est d'avoir un calendrier préétabli. Parce qu'en fait l'influence, elle ne se faisait plus du tout par le fait de vouloir modifier une statistique. Par contre, il pouvait y avoir des discussions sur est-ce que c'est opportun de publier ça maintenant, est-ce que ça colle avec le déplacement qui est prévu de tel ministre, etc. Donc maintenant, pour l'INSEE, c'est une vieille histoire, mais pour les statistiques ministérielles, c'est harmonisé depuis quelques années, je l'avais souhaité, l'autorité de la statistique publique aussi. Tout le monde a un calendrier prédéfini, et donc on sait que X mois à l'avance, la statistique va tomber tel jour, elle doit tomber tel jour, et c'est vraiment un pas de plus, je dirais, quasi définitif en matière d'indépendance. Donc désormais sur le rôle des statistiques, enfin en tout cas l'impact des statistiques par rapport aux médias, on assiste généralement à ce qu'on appelle une guerre des chiffres entre politiques ou entre médias en utilisant différents types. Si vous m'entendez, avec différents chiffres notamment avec différents chiffres notamment les chiffres du chômage, que ce soit avec votre concurrence, avec Pôle emploi, ou avec les chiffres de l'immigration par exemple. Est-ce que vous pensez que cette énumération de chiffres et cette guerre des chiffres peut nuire et fait perdre de son sens aux chiffres statistiques? Moi je ne le vis pas comme ça. Hein. On est quand même de plus en plus mature. Je vais prendre l'exemple du chômage. Il faut vivre avec l'idée que parfois on peut avoir deux mesures pour un phénomène qui porte légitimement ou indûment le même nom. Je prends l'exemple du chômage, c'est un très bon exemple. Vous avez, et c'est le cas dans beaucoup de domaines, une statistique administrative, et puis vous avez une statistique qui peut venir d'une enquête. Bon, les demandeurs d'emploi en fin de mois, moi j'appelle jamais ça le chômage. Les demandeurs d'emploi en fin de mois sont les personnes qui sont inscrites en Pôle emploi, qui sont dans un statut administratif inscrit à Pôle emploi. Il y a des personnes qui sont au chômage et qui ne sont pas inscrites dans le Pôle emploi,
Et il y a des personnes qui ne sont pas au chômage et qui sont inscrites à Pôle emploi. Et le chômage, il est défini là encore par des conventions internationales, c'est les conventions du BIT. Il faut et que des critères vous allez voir qu'on ne peut apprécier que par une enquête. Il faut ne pas être en emploi, ça ok. Il faut vouloir travailler et faire des recherches actives d'emploi. Et il faut, si un emploi se profile qui vous convient, être disponible pour le prendre. Ces trois critères-là, pour les vérifier, il faut un protocole d'enquête. Il faut aller voir les gens et leur demander. Voilà. Et donc ça, c'est ce que fait l'enquête emploi. C'est ça, à peu près 100 000 personnes chaque trimestre, hein, et qui donne un taux de chômage trimestriel. Et c'est pour moi la seule vraie mesure de ce chômage au sens du BIT tel que je l'ai ainsi défini. Les demandeurs en fin de mois, d'emploi en fin de mois, ne sont pas forcés de respecter ces trois critères, et les personnes qui respectent ces trois critères ne sont pas forcées d'être demandeurs d'emploi en fin de mois. Donc, et vous avez ces sujets-là. Alors, la guerre des chiffres, elle s'est un peu arrêtée parce que il y a maintenant un consensus sur le fait que c'est bien deux réalités différentes, que c'est bien l'enquête, donc la statistique que publie l'INSEE pour le 4e trimestre, ça sera publié jeudi matin, qui est la bonne en matière de chômage, et que les donne en forme d'emploi. Enfin, moi, c'est une réalité administrative. Et alors, ce qui me fait toujours le plus de peine et qui m'écorche même physiquement l'oreille, c'est quand j'entends dire 5 millions de chômeurs. Ça, c'est 5 millions d'inscrits demandant d'emploi en fin de mois, toutes catégories, y compris des gens qui travaillent, parce qu'on peut être inscrit à Pôle emploi en travaillant, c'est possible. Donc 5 millions de chômeurs, c'est vraiment quelque chose que vraiment j'aimerais ne plus jamais entendre. Il y a 5 millions d'inscrits à Pôle emploi, et les chômeurs en sens du BT, c'est vraiment par l'enquête d'emploi. Donc et on a un peu progressé parce que Pôle emploi a cessé de publier de manière mensuelle. Les journalistes ont de plus en plus compris cette différence, ont de plus en plus compris la hiérarchie entre les statistiques. Et puis on s'habitue à vivre avec ça. Par exemple, si vous prenez la sécurité, vous avez la même chose. Vous avez les statistiques telles qu'elles sont, les dépôts de plainte, la gendarmerie ou la police, qui sont une mesure de la délinquance. Mais ça ne suffit pas, parce que là encore, on peut avoir été victime d'un délit sans vouloir déposer de plainte, etc. Et donc on a mené une enquête qui est assez importante et qui... donc dite de victimation, qui mesure le phénomène tel que les gens le déclarent. Hein. Donc il faut vivre avec le fait qu'il peut y avoir, pour le même phénomène, une proxy, quoi, qui est une statistique administrative, mais qui est souvent liée à un statut, hein. Et puis une véritable donnée que souvent on appréhende par une enquête, et donc continue à avoir des enquêtes, et là ça revient à une question, je ne sais pas si vous auriez envie de la poser, mais on va dire Google en connaît plus sur les Français que l'INSEE. Mais non, pour savoir si vous êtes chômeur au sens du BIT, il faut vraiment aller chez les gens, leur demander s'ils font des recherches actives de travail, etc. Il y a beaucoup de phénomènes qui ne s'appréhendent que par une enquête. Voilà. Alors après qu'il y ait des différences d'interprétation sur les chiffres, que selon qu'on prenne telle période, etc., on les commente, ça c'est une très vieille histoire. Hein. Bien sûr, ça demeure, c'est... bon, mais... voilà. Mais si vous avez un doute, vous allez voir INSEE.fr. C'est une gymnastique un peu compliquée parce qu'on y trouve beaucoup de choses, il y a un petit délai d'appréhension, mais il y a des tutoriels, et on y trouve plein de trucs après. Même si l'objectif premier de l'INSEE n'est pas de réaliser des sondages liés à des questions sociétales pouvant être clivantes, quel regard portez-vous sur ce que les spécialistes nomment la démocratie d'opinion, la démocratie sondagière? En somme, quelle réflexion avez-vous sur la démocratie sondagière? Quel avantage comporte-t-elle? Quel inconvénient? Qu'est-ce que vous appelez la démocratie sondagière? C'est-à-dire qu'on gouverne en fonction des sondages? Non, oui, enfin, plutôt évaluer l'influence que ça peut avoir forcément sur... Parce qu'on peut pas dire que ce soit le cas, hein, si on regarde les... C'est pour ça, quelle réflexion, vous qui êtes directeur de l'INSEE, sur ce qu'on appelle la démocratie sondagière? Donc moi, je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas d'idée là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est ce qui est sur la définition des politiques économiques.
Moi, la réflexion que je peux avoir, mais là je ne suis pas en tant qu'INSEE, en tant que citoyen, je dirais, c'est qu'il y a maintenant un temps fort de la politique dans le pays, qui est le moment de l'élection présidentielle depuis le quinquennat, et que les programmes sont définis à ce moment-là. Et donc, je pense que l'objectif qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est que et qu'après, vous voyez, on essaie de respecter le mandat et d'appliquer le programme tel qu'il était défini. Donc ce vers quoi on doit tendre, c'est que cette phase-là, définition des programmes au moment de la campagne présidentielle, soit la mieux instruite, la mieux documentée, la mieux réfléchie, la plus mature. Sans qu'il y ait d'influence. Sans qu'il y ait d'influence. Parce que les sondages, on a bien vu qu'ils peuvent avoir... non, mais les hommes politiques font leur boulot. Ils proposent des choses en fonction de ce qu'ils pensent être bien, en fonction de ce qu'ils pensent être l'attente de l'électorat aussi. Enfin, ça, c'est pas... Moi, je n'ai pas de légitimité à en parler de ça. Il n'y a pas d'influence sur les sondages, par exemple, qui ont eu lieu au moment des élections. Les sondages ne sont pas remontés, par exemple. Orientés. Les études de sondage, par exemple. Je ne pense pas, mais c'est absolument pas dans ma juridiction. Non. Ça. Voilà. Non, je ne touche ni près ni de loin cette question de sondage, mais je pense que les instituts de sondage qu'on a, pour ce que j'en connais, bossent correctement et échantillonnent bien, mais même leur programme déontologie sans doute. Mais non, mais c'est franchement pas un domaine que je connais. Et l'INSEE, c'est pas une boîte de sondage, vraiment pas une boîte de sondage, hein, c'est pas ça l'objet. Donc pour s'écarter un peu de l'INSEE, mais en restant dans les statistiques, donc vous avez été diplômé de l'ENSAE, donc l'école de la statistique. En quoi, d'après vous, donc cette école joue un rôle central dans l'évaluation économique du pays à travers la production de statisticiens? Et est-ce que vous pensez que c'est une spécialité française de produire des hauts fonctionnaires qui soient aussi spécialisés dans un domaine, que ce soit avec l'ENA, l'INRA ou bien l'ENSAE? Est-ce que c'est une spécialité française et quels seraient ses avantages? Alors, oui, l'ENSAE, c'est vraiment une école qui est très professionnelle au sens où on y apprend ce métier d'économiste statisticien avec cette spécificité, pas forcément une spécificité française, mais on y met quand même particulièrement l'accent chez nous, que l'économiste, celui qui se dédie à être économiste, doit être un peu statisticien, celui qui se dédie à être un peu statisticien doit être un peu son propre utilisateur, doit être un peu économiste. Et donc on apprend les deux. Et on apprend ce métier d'économiste statisticien, et on a des ingénieurs, donc sur les administrateurs de l'INSEE, qui ont eu un rôle plutôt croissant, je vois, me semble-t-il, je ne suis peut-être pas un meilleur juge, mais sur longue période, dans la réflexion sur les politiques économiques, au sens où, par rapport à une période que vous n'avez pas connue, avant votre naissance, où c'était très administré, avec beaucoup d'entreprises publiques, c'était vraiment... L'économie était beaucoup plus administrée. Aujourd'hui, il faut comprendre les comportements, on fait des réglementations, il y a des régulations, mais il faut comprendre comment les personnes y réagissent. Donc il y a un terrain plus vaste, je dirais, pour l'économiste statisticien. Donc nous, on est attachés, et c'est une réflexion qu'on a, puisque c'est d'actualité, puisqu'il y a une mission qui avait été confiée à Frédéric Thérias pour réfléchir à la formation des cadres supérieurs de l'État. Moi, en tout cas, pour ce qui concerne ce métier-là, je suis attaché à ne pas... à former d'abord des professionnels économistes statisticiens avant de former des managers, ne pas former des managers généralistes. Et je veux qu'ils aient un métier, et puis après, il y en a qui feront du management, il y en a qui seront plus méthodologues, il y en a qui ont toutes sortes de métiers différents. Mais je pense qu'il y a de la place pour, ce qui n'est pas le cas forcément de toutes les écoles, sans que j'aille juger les autres, mais il y a de la place en tout cas pour ce métier-là, pour une formation très spécialisée d'économistes statisticiens, qui est, nous on se plaît à dire, la même pour les économistes statisticiens du public que pour ceux qui vont aller dans le secteur privé, dans le secteur financier, économistes de banque ou dans d'autres domaines. Bon. Ou idem pour les data scientists, on a des data scientists et ils ont les mêmes formations à l'ENSAE que les data scientists qui vont aller dans le privé. Moi je trouve ça c'est très important, c'est quelque chose à laquelle on tient, me semble-t-il. Après, ça ne signifie pas que l'ENSAE a le monopole
de cet enseignement, de l'économie et de la statistique. Et c'est vrai qu'il y a un peu de spécialité française, mais il y a beaucoup de gens de l'université. Il y a beaucoup de normaliens dans les noms qu'on connaît, comme Piketty, mais pas que. Il y a des politiciens qui ont choisi d'autres corps. Jean Tirole, c'était les ponts. Voilà. Et ils réussissent pas mal aux États-Unis, d'ailleurs, souvent. Oui, il y a une spécificité française, sans doute, du lien entre l'économie et les statistiques, mais qui n'est pas, à mon avis, le monopole de la seule NSA. Face à l'urgence climatique, les indicateurs sont réellement mis à jour, au niveau français comme au niveau européen. Ces derniers analysent par exemple l'évolution du réchauffement climatique, le seuil de développement durable dans chaque pays ou encore l'impact des pollutions industrielles. Mais que pensez-vous vraiment de ces indicateurs? Est-ce qu'ils ont réellement un effet sur les politiques publiques qui sont prises par les différents acteurs intergouvernementaux? Je ne suis plus dans mon champ de compétences, hein, mais donc les indicateurs, mon champ de compétences, c'est de vérifier que les indicateurs, d'ailleurs, qui sont moins produits par l'INSEE que par le service statistique ministériel au ministère de l'Environnement, hein, les émissions de carbone, ils ont produit sur le territoire national, par exemple, et puis l'empreinte carbone, ça c'est, on y ajoute les émissions qui sont générées par les importations. Donc ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, de mieux en mieux fait, de mieux en mieux suivi, où je pense aussi que la mesure est de plus en plus comparable d'un point de vue international. Mais votre question, elle porte sur l'ensemble. Oui, sur ce qui est fait de ces indicateurs, et là, bon, on est dans un tout autre domaine, c'est-à-dire que on est quand même sur quelque chose, c'est un bien public mondial, il faut que tout le monde joue le jeu, sans ça il y a des comportements de freerider, etc. Ça demande un multilatéralisme très important, très prégnant, plus que n'importe quel risque qu'on a vu jusqu'à présent, et ça tombe juste au moment où la première puissance mondiale ne joue pas le jeu du multilatéralisme, donc c'est ennuyeux. Mais là, je suis vraiment pas dans mon domaine, je parle en tant que totalement personnel, je suis pas dans mon domaine de compétences. Parce que y a par contre, ça me fait penser à un sujet qui est plus dans mon domaine de compétences, qui est un peu la tension qu'il y a toujours entre avoir un indicateur synthétique, dire il faudrait un PIB vert, hein, vous savez le PIB, on dit si vous avez une catastrophe naturelle, que ça entraîne des réparations, vous allez accroître le PIB, des choses comme ça. Bon. Donc il y a des gens qui disent il faut corriger le PIB, il faut essayer de faire un PIB vert, et essayer d'avoir un seul indicateur qui tienne en compte un peu de ces dimensions environnementales. Et puis, tension entre cette position-là et puis une autre position qui est de dire il faut au contraire, la réalité est très complexe, il faut mesurer la biodiversité, il faut mesurer les émissions, il faut mesurer l'empreinte, il faut mesurer tout un tas de choses, et donc il faut multiplier les indicateurs. La commission dont je parlais tout à l'heure, en 2007, elle avait conclu que c'était un peu une chimère d'imaginer un indicateur stratégique et qu'il fallait au contraire développer des comptes satellites, comme on dit, ou d'autres indicateurs. Mais après, ça peut conduire à la caricature. Aux Nations Unies, il y a toute une réflexion sur les indicateurs de développement durable, les ODD en français, les SDGs en anglais, Sustainability Development Goals, et on en est à 250 indicateurs, je crois. Et donc, moi, dans ce domaine, donc j'ajoute que côté français, il y a une loi votée à l'unanimité, je crois, dans la matière précédente, pour dire qu'il fallait ajouter à la loi de finances 11 indicateurs de développement durable qui ont été choisis et qu'on produit et qui sont annexés à la loi de finances. Après, il faut que la société s'en empare, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas prendre comme, comment dire, il ne faut pas prendre comme prétexte à l'inaction le fait que les indicateurs ne sont pas parfaits, ou qu'il n'y en a pas un synthétique, ou qu'ils sont trop nombreux, etc. Et ça, parfois, moi, je suis confronté à ça. De dire, non, il faut d'abord que l'indicateur soit... Non, il y a un moment donné où il faut prendre un marché, il faut agir et aider. Donc merci pour cette première partie d'avoir répondu à nos questions. On va peut-être passer à la Minute Actu, présentée par Léo.
dernier. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va donc maintenant passer à la Minute Actu. Le principe est très simple. Nous avons sélectionné 3 grands sujets d'actualité. À chaque fois, je diffuse quelques extraits constituant le thème, puis je vous laisserai réagir. Ce jeudi, c'est aussi la 9e journée d'action interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Des manifestations partout en France. Source préfectorale, les manifestants étaient aujourd'hui dans les rues. 4500 sources, eh bien CGT, 120 000, un écart de 1 pour 27, ça ne s'est jamais vu ici à Marseille. Une réaction peut-être sur la réforme des retraites et également sur la différence entre les chiffres donnés par la CGT et ceux donnés par le ministère de l'Intérieur, avec, on l'a vu ici, un écart de 1 à 27 concernant la manifestation à Marseille. Alors non, sur la réforme des retraites, non, je ne vais pas vous parler de la réforme des retraites, moi, du tout. Je peux vous parler de cette histoire de comptage de manifestants, parce qu'il y a quelques années, il y a une commission qui a été installée pour essayer d'avoir une appréciation voilà, indépendante et experte sur ces méthodes de comptage. Et on m'avait demandé d'y envoyer quelqu'un. J'avais envoyé un inspecteur général de l'INSEE qui était juste retraité, qui était un ancien syndicaliste du reste, mais qui était devenu, qui avait fait carrière à l'INSEE, et qui a participé à cette commission. Et je pense que, enfin, c'est intéressant. Hein, et moi, ce que j'avais compris des conclusions de la commission, c'était que les chiffres étaient assez proches en fait des chiffres quand ils avaient fait un comptage. C'était beaucoup plus proche des chiffres de la police. Parfois même, la police était un majorant. Je sais que depuis, en fait, j'en parle comme ça. Ce que je dis est pas possible. Il faudrait vraiment aller voir ce document qui est public sur cette commission. Mais par ailleurs, je sais qu'il y a aussi des journalistes, des organes de presse qui ont, au fur et à mesure, sont coordonnés pour mandater des cabinets indépendants, qui eux sont plutôt entre les deux. Hein, je ne sais pas comment ça s'appelle le cabinet. Voilà. Voilà, en tant que statisticien, ce que je peux vous dire, il faut surtout vous renvoyer aux travaux de cette commission. Très bien, on va passer au second extrait. Était devenu un héros en Chine et sa mort attise la colère contre Pékin. Ce médecin vient de succomber au coronavirus. En décembre, il avait été l'un des premiers à alerter en vain sur l'épidémie. Dès le départ, fin décembre, sur l'un de ses comptes, il avertit. Lavez-vous les mains, portez des masques et des gants. Mais il reçoit des autorités cette lettre de réprimande. Il est accusé de diffuser des messages irresponsables et faux sur Internet. Le docteur avait dû s'engager à se taire alors qu'il avait raison dès le départ. Sa disparition aujourd'hui fait exploser l'indignation des Chinois déjà à cran face à la progression du virus. Nombreux d'entre eux n'ont désormais plus peur de critiquer publiquement le parti. Le géant du web chinois Tencent a-t-il accidentellement divulgué les vraies statistiques sur le coronavirus? C'est comme ça qu'on nous vend ces chiffres. Regardez si c'est vrai. C'est vraiment terrifiant. Ce n'est resté que quelques minutes selon les témoins, mais ça affiche 24 589 morts. Autant vous dire qu'on est très loin des 300 et quelques officiels. Une réaction peut-être sur les contestations auxquelles doit faire face le régime chinois depuis que le coronavirus s'est développé, et notamment sur les chiffres qui auraient potentiellement fuité en annonçant 24 589 morts. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, donc je ne vais pas m'aventurer sur un terrain où j'ai aucune légitimité, mais c'est très intéressant du point de vue de la force des réseaux sociaux. Et alors là, pour le coup, moi, ça me parle beaucoup, parce que je trouve qu'on vit une période, et pour nous, ça nous interroge dans notre métier, où le marché de l'information s'est complètement transformé. Et on voit en Chine la puissance des réseaux sociaux, et c'est très difficile d'ériger une barrière contre ça, hein, si même on le voulait. Ça peut produire le meilleur comme le pire. Si ça aide à faire la transparence sur un sujet comme ça, qu'aurait été Tchernobyl avec les réseaux sociaux, par exemple, je ne sais pas. Ça, c'est évidemment bienvenu.
C'est aussi le pire quand une fake news diffuse à la vitesse de l'éclair et que quand on réagit, et ça nous arrive assez régulièrement en tant qu'institut statistique, il est trop tard, le mal est fait et le correctif n'est écouté par personne. D'où le blog dont je refais la publicité. Très bien. On va passer au dernier extrait. Ce qui pose problème, c'est qu'entre Emmanuel Macron et les élus, les députés, il y a une sorte de cabinet noir d'une vingtaine de personnes qui ne sont pas élus, qui sont juste des technocrates, qui décident de tout et qui nous donnent des fiches et qui disent c'est ça et il n'y a pas à discuter. La cote de popularité d'Emmanuel Macron est à la baisse. Regardez ce sondage Odoxa pour France Info. Près de 2 Français sur 3 ont une opinion négative du chef de l'État. Une réaction sur les propos de cet ancien député de La République En Marche et plus largement sur la baisse de popularité, la cote de popularité du président de la République. Vous avez notamment parlé tout à l'heure d'Emmanuel Toz, mais... Vous ne ménagez pas, hein, je suis indépendant, mais c'est pas pour autant qu'il faut que je fasse dans la provocation. Mais non, moi je vais réagir à une chose, c'est parce que moi je suis un technocrate, j'ai fait ma vie comme technocrate, on va dire. Hein, et donc, non, ce ne sont pas les technocrates qui dirigent, jamais de la vie, jamais de la vie. Ce ne sont pas les technocrates qui prennent les décisions. Voilà, on a des hauts fonctionnaires qui sont loyaux en France, qui travaillent parfois avec leur trip, qui ont le sens de l'intérêt général, qui parfois on fait du, on appelle ça du, je parle pas d'un cas d'actualité récent, hein, mais du damage control sur des initiatives dans lesquelles il fallait donner corps, mais en y mettant leur sens qu'ils avaient de l'intérêt général. Mais au bout du bout, toujours, c'est le politique qui décide. Et si le politique n'est pas content du technocrate, s'il pense que le technocrate ne lui est pas loyal, il en change. Donc ça, cette idée que... alors, je suis peut-être dans ma position, que je suis très sensible à ça, mais cette idée de trahison des élites, c'est quelque chose qui vraiment m'est insupportable, qui m'est insupportable, je dois dire. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. On va donc maintenant passer aux questions du public. Bonjour Monsieur Galarni. C'est un honneur pour nous de vous accueillir. J'avais une petite question par rapport à la concurrence statistique qui peut exister en France, notamment par exemple avec un institut comme l'OFCE. Qui produit aussi un certain nombre de statistiques économiques et qui on va dire, plus orienté que ce que peut faire les travaux de l'INSEE. Comment est-ce que vous voyez le travail des autres instituts d'études économiques et est-ce que vous considérez que l'INSEE produit des travaux soit de meilleure qualité, soit moins éventuellement biaisés que ce que peuvent faire d'autres instituts comme l'OFCE? On prend la question une par une. D'accord. Alors, il faut être précis. Ce que j'appelle production statistique, c'est vraiment la statistique de base, quelle est l'inflation, quel est le taux de croissance, quel est le taux de chômage. Il n'y a pas de concurrence. C'est l'INSEE ou les statistiques, encore une fois les statistiques ministérielles de temps en temps, sur un domaine qui produisent. Et il n'y a pas de mesures concurrentes. Il y a pu avoir, hein, il y a très longtemps, il y avait un indice des prix CGT, et puis il y a des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de concurrence. Il y a des entreprises, on peut en parler, il y a des entreprises qui peuvent utiliser leur métier pour faire des indicateurs avancés. Par exemple, une entreprise qui gère des fiches de paye de plusieurs entreprises. Il y en a une comme ça qui en gère beaucoup, qui fait un indicateur avancé d'emploi, ça peut arriver. Mais voilà, pour ce qui est de la statistique publique qui a sur rue, il n'y a qu'un émetteur. Après, sur les études, alors on pense typiquement là, quel est l'effet des mesures fiscales ou des mesures sur les prestations sociales sur la distribution des revenus, qui gagne, qui perd.
Là, ça fait partie des études que l'INSEE fait, mais que d'autres instituts statistiques en Europe ou dans le monde ne font pas, mais dont on a toujours considéré que c'était notre mission. Aujourd'hui, du fait de la mise à disponibilité des données qu'on accompagne, et dans le cas de l'OFCE, plus que ça, la mise en open access de l'outil de microsimulation. L'OFCE ne manque jamais de remercier l'INSEE parce qu'ils utilisent pour faire ces travaux un outil de simulation qu'on avait développé à l'INSEE. Le fait qu'il y ait sur ces travaux de la pluralité, il y a l'OFCE, vous avez cité l'OFCE, il y a l'Institut des politiques publiques aussi, l'IPP, moi je trouve que c'est plutôt signe d'une démocratie vivante. On n'est pas sur un domaine où il y a que... C'est un domaine contestable, c'est un domaine d'études, un domaine que le domaine de la prévision de conjoncturelle. L'INSEE fait une base de conjoncture. L'INSEE ne prétend pas être le seul à faire une prévision de la croissance pour les trimestres d'après. C'est un marché tout à fait contestable, on va dire, pour parler en économiste. C'est quelque chose. Et où je pense que la pluralité des acteurs, à partir du moment où ils sont de bonne foi, et c'est le cas de ceux qu'on a cités, est bienvenue. Et moi, je vis avec l'idée que l'OFCE, quand il fait ces travaux-là, ne fait pas de façon orientée. Il travaille en statisticien. Je ne pense pas qu'il le fasse de façon orientée. Alors après, on a des différences. C'est peut-être un sujet de papier de bloc. Tiens. On a des différences, parce que c'est toujours très compliqué, il y a des différences de méthode, est-ce qu'on travaille en année pleine, mais qui peuvent expliquer que les différents instituts, travaillant avec les mêmes données, parfois même avec les mêmes outils, aboutissent à des résultats un petit peu différents. Mais ça fait plutôt progresser, à mon avis, le débat qu'il y ait une pluralité d'acteurs qui développent ces études-là. Oui, j'ai répondu. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez répondre à des commandes d'organismes privés pour des études spécialisées un peu plus extravagantes que le chômage ou la croissance? Non. Non, je dirais à la marge. Vous pouvez avoir des cas, mais c'est un peu... Non, mais c'est à la marge. Bon, je suis parti, je recule pas. Mais il peut y avoir des fédérations professionnelles qui demandent à des fins d'indexation des prix sur des coûts, d'avoir un indice particulier, une production statistique particulière parce qu'ils en ont besoin dans leur métier. Et si on peut, on fait de manière totalement indépendante, etc. Mais c'est très très marginal et on n'a pas de recettes liées à ça. Et non, on fait essentiellement du bien public. Hein. Ce que l'INSEE fait est très très majoritairement, quasi totalement dans le domaine public. On a des copains. Alors, à l'inverse, ça permettrait la réaction suivante. À l'inverse, maintenant, c'est assez récent. Hein. On produit des statistiques, à partir des bases de données privées, à partir des données d'entreprises privées. La loi statistique, telle qu'elle existe en France, elle avait toujours établi que la statistique reposait sur deux piliers, les données administratives, typiquement les données fiscales ou les données de cotisation sociale, ce genre de choses, et puis les données d'enquête qu'on mène nous-mêmes. On a ajouté, c'était dans la loi pour la République numérique, à la fin de la législature précédente, on a ajouté un troisième pilier qui était de faire des statistiques à partir de données d'entreprise dans un cadre juridique particulier. Et depuis quelques jours, il y a une production établie de cette manière-là. Il y a 11% précisément de l'indice des prix qui est maintenant calculé à partir des données de caisse de la grande distribution. Donc on reçoit des enseignes de la grande distribution chaque jour par code barre le nombre de transactions et les prix. Et avec ça, on fait un indice des prix, ce qui évite d'envoyer les enquêteurs dans les rayons pour relever les prix. Alors il faut le faire parfois encore sur certains produits. Il y a des produits, c'est 11% de l'indice.
qui s'y prête, et depuis le mois de janvier, depuis l'indice des prix de janvier 2020, donc il y a quelques jours, il y a une partie d'indice qui est produite comme ça. Et on réfléchit à l'utilisation de données de téléphonie mobile, de cartes bancaires, des choses comme ça. Mais c'est une coopération plutôt dans l'autre sens. Donc. Bonsoir. Du coup, j'aurais aimé connaître votre point de vue sur la question des statistiques ethniques, savoir si vous pensez qu'elles auraient un intérêt et si ce serait possible de les utiliser en France. Ah, alors... C'est un débat, il faut être très précis, c'est un débat très compliqué. Ce qui est vraiment proscrit en France, c'est d'avoir des données ethniques ou religieuses dans les registres, dans les répertoires de population qui peuvent être utilisés à des fins de gestion administrative. Donc ça, depuis les expériences de la Deuxième Guerre mondiale, c'est totalement impossible. Dans les enquêtes, qui sont sur un échantillon de population, sur laquelle on ne garde pas forcément l'identité des gens, et en tout cas pour les travaux de recherche, on n'en a pas besoin, on a juste besoin que l'échantillon soit représentatif, on peut poser des questions sur la religion, et on peut poser des questions sur le ressenti aussi des gens par rapport à leur ethnie ou leur race éventuellement. Et on a une enquête qui est sur le terrain actuellement, qui est la deuxième édition d'une enquête faite avec l'INED, qui s'appelle Trajectoire et Origine, où on pose notamment des questions sur la croyance et pratiques religieuses. Donc ce n'est pas impossible, c'est strictement encadré, il ne faut pas que ce soit un référentiel fermé, il faut que les gens puissent répondre de façon ouverte, il y a des règles comme ça, il y a une décision du Conseil constitutionnel qui est assez claire et qui est explicitée, mieux que je le fais là, sur le site de l'INSEE. Ceci dit, pour la plupart des études, les sociologues, les économistes, estiment qu'ils ont déjà beaucoup avec quelque chose qui ne pose pas de problème, qui est le lieu de naissance et le lieu de naissance des parents. Et donc ça, on a énormément d'enquêtes où on demande le lieu de naissance des parents. Donc si vous voulez regarder des questions de discrimination, de trajectoire en fonction du statut d'immigration, de l'endroit où on est né, etc., c'est un outil qui est déjà assez puissant et qui permet de faire beaucoup de choses. Mais effectivement, ça ne fait pas tout. Et me semble-t-il, le vrai sujet qui nous différencie de certains pays, c'est qu'à l'exception, pour des raisons très particulières liées aux accords de Nouméa, à l'exception du recensement en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de registre ou de données administratives qui puissent recueillir ce type de données. Et bon, je pense qu'il y a un équilibre qui est pas si mal et qui, encore une fois, n'empêche pas la plupart des études qu'on peut faire sur ces questions de discrimination, etc. Ne serait-ce qu'avec l'information des lieux de naissance et lieux de naissance des ascendants. Bonjour monsieur, ma question c'est est-ce que vous connaissez la part de femmes qui travaillent à l'INSEE? Premièrement, la différence de salaire entre les hommes et les femmes à l'INSEE, deuxièmement. Et troisièmement, est-ce que vous ne pensez pas que les indicateurs de l'INSEE peuvent être parfois un peu trop andropocentrés, c'est-à-dire trop adressés par exemple pour les hommes? Ah, vous tombez mal, hein. Ah, vous tombez mal. Bon. Alors, bon, je vais pas vous donner les chiffres avec 3 chiffres significatifs derrière la virgule, mais globalement, il y a plus de femmes que d'hommes à l'INSEE. C'est d'autant plus faux qu'on monte en catégorie. Il y a notamment beaucoup de femmes qui avaient été embauchées au moment quand il y avait, vous savez, des grands recensements, parce que maintenant on a un recensement rotatif chaque année, mais il y a il y a une vingtaine d'années, il y avait des grands recensements tous les 10 ans, et dans ces cas-là, il fallait embaucher des gens pour faire des recensements, c'était surtout des femmes. Moi, quand j'étais pour la première fois au comité de direction de l'INSEE, c'était il y a une vingtaine d'années, il y avait des hommes.
plutôt quinquagénaire, plutôt polytechnicien, il n'y avait pas énormément de diversité. Les choses ont beaucoup évolué, et en ce moment, j'ai un comité de direction qui est totalement mixte. Et les grandes directions, production statistique, la direction statistique d'entreprise, la direction des statistiques démographiques et sociales, c'est comme ça qu'elle s'appelle, ou la direction de la méthodologie, sont actuellement, les titulaires sont des... La direction des statistiques d'entreprise, ça vient de changer, jusqu'à 15 jours, toutes les trois étaient des femmes. Et c'est très bien ainsi. Les différences de salaire dans le... Moi, je suis toujours étonné quand il y a des... On fait apparaître parfois dans nos productions des différences de salaire, vous le savez, importantes dans le secteur privé, parfois assez importantes aussi dans le secteur public, alors que à part des choix de carrière, il n'y a pas de... Me semble-t-il, il n'y a pas de discrimination salariale homme-femme qui soit, en tout cas l'INSEE, je ne vois pas comment elles peuvent intervenir. Voilà. Alors ceci dit, moi j'ai une énorme inquiétude, c'est que nous, notre vivier de recrutement pour les cadres supérieurs, c'est sortie de l'IX, sortie de Normal Sup, ou des concours externes et aussi du concours interne. Et dans les recrutements concours externes, Polytechnique, Normal Sup, il y a 90% de... Aujourd'hui, il y a 90% de garçons. Et dans les classes prépa scientifiques, il n'y a pas de progrès de ce point de vue-là. Il n'y a pas de progrès. Donc ça, c'est clairement... Donc en ce moment, c'est totalement mixte, le management à l'INSEE. Ma secrétaire générale est une femme aussi. Mais je suis inquiet sur le fait que ça puisse durer dans la mesure où le vivier des cadres supérieurs, il reste très majoritairement masculin, mais parce que ça se passe en amont, ça se passe après le bac, dans les choix post-bac, dans les choix d'études universitaires. D'études supérieures. Universitaires. Et sur les indicateurs andropocentrés, par exemple le fait que dans le PIB, on ne prenne pas en compte le travail domestique non rémunéré. Mais c'est pas anthropocentré, ça. Parce qu'il est largement produit par des femmes, ce travail-là. D'accord. Donc, c'est d'ailleurs parce que ce sont des femmes que ce travail est invisibilisé. Pardon ? C'est parce que ce sont les femmes qui le font qu'il est invisibilisé. Peut-être parce que, souvent, il y a des indicateurs qui ont été sortis par des chercheuses qui montrent qu'il y a une grande part du PIB qui est permise par le travail domestique non rémunéré et que ce serait peut-être intéressant de le mesurer. Comme par exemple l'Italie mesure dans son PIB la part de l'économie informelle. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé dans le PIB, on pourrait... D'accord. Alors, ok. Alors, il faut que je rétablisse quelques trucs. Donc, tous les pays doivent tenir compte de l'économie informelle. C'est plus grand en Italie que dans les autres, mais nous aussi, on tient compte de l'économie informelle dans le PIB, premièrement. Deuxièmement, il y a des publications de l'INSEE qui mesurent le travail domestique. C'était une des demandes de la commission, toujours la même dont je parlais tout à l'heure, qui était de dire million de GDP, il ne faut pas le compter dans le PIB, mais il faut avoir des indicateurs de ce qu'est le travail domestique. Troisièmement, non, alors ça, je ne peux pas vous laisser dire, ou alors je suis moi-même totalement victime de mon subconscient, ou on est tous victimes de ça. C'est pas parce que c'est fait par des femmes que c'est pas compté dans le... Ça, vous faites un procès d'intention et de reconstruction qui... Non, c'est vraiment que le PIB, c'est conçu au niveau, dans les conventions depuis toujours, comme étant la somme des transactions marchandes. Et donc, et c'est pour ça que, voilà, il n'y a pas le travail domestique non rémunéré, il n'y a pas ce genre de choses. Ceci dit, ça pose d'autres problèmes. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, on peut vous dire, dans le PIB, avant vous avez des ventes d'encyclopédies, maintenant il n'y a plus d'encyclopédies, tout le monde regarde sur Wikipédia. Wikipédia c'est gratuit, donc Wikipédia n'a pas d'apport au PIB. Bon. Et alors on a des, si vous cherchez, on a essayé de faire des documents un peu méthodos pour essayer d'expliquer tout ça sur des publications de l'INSEE, mais je ne vais pas ça sera un peu long de les commenter ici. Mais ce qui est clair, c'est que il faut quand même,
je ne pense pas qu'il faille tout mélanger. C'est-à-dire, la force du PIB et de la comptabilité nationale, c'est que c'est à la fois la somme des productions, la somme des valeurs ajoutées, à une vache près la somme des revenus dans l'économie. Et les revenus, ça compte quand même pour les gens. Donc ce cadre comptable-là, il est très fort, il ne faut pas le perturber à la légère, je dirais. Ce qui ne signifie pas qu'on ne doit pas essayer de mesurer tout ce qui est gratuit. Et tout ce qui est non rémunéré, mais ce n'est pas la même dimension quand même. Je ne l'ai pas convaincu, hein, mais je sens que je ne le convaincrai pas. En fait, ce travail-là, il est pas rémunéré, mais il n'est pas gratuit pour autant. C'est-à-dire que personne ne les paye. Néanmoins, elles permettent que d'autres personnes gagnent de l'argent. C'est-à-dire qu'en s'occupant du travail domestique, généralement en s'occupant de l'éducation des enfants, elles libèrent du temps pour leur conjoint ou leur conjointe. Et du coup, ces personnes-là peuvent davantage travailler et gagner des plus gros salaires et avoir des trajectoires de carrière plus stables. Donc en fait, c'est pas vraiment un travail gratuit. Le surcroît qu'on gagne ainsi, celui-là on le mesure, mais ça ne... Enfin, on va pas plonger trop longtemps, mais moi, à mon tour de ne pas être convaincu. Ce n'est pas ce que vous dites est peut-être vrai, mais n'emporte pas que ça doit être mesuré dans le PIB. Je pense pas. Bonjour monsieur, est-ce que la mesure de la croissance est toujours pertinente? Le fait de toujours mettre en avant la croissance, que ce soit dans les débats politiques, que ce soit dans les études de l'INSEE, que ce soit etc. Est-ce que cet indicateur phare de croissance économique est pertinent pour nos sociétés? Alors, premièrement, donc nous on produit énormément de choses, donc si on produisait que la croissance, ce serait quand même beaucoup de moyens et d'hommes pour. Donc on produit énormément de choses et on produit, j'ai essayé d'expliquer, on produit, si vous regardez les produits fournisseurs, il y a bien plus que la croissance, il y a énormément de choses sur les conditions de vie, etc. etc. Deuxièmement, je trouve quand même, ce procès-là, il est éternel, c'est le procès que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a cette chimère d'avoir un indicateur synthétique qui rend compte de plusieurs dimensions, et y compris l'incommensurable, qui est par exemple, les atteintes à l'environnement. Très franchement, c'est pas substituable. Avoir plus de PIB si la Terre devient invivable, ce n'est pas commensurable. Donc il faut se garder d'imaginer qu'il y aurait un indicateur qu'on va, par la même métrique financière, monétaire, on va faire un indicateur synthétique de dimensions qui ne doivent pas être et qui ne sont pas, à mon avis, commensurables. Mais troisièmement, encore une fois, la force du cadre comptable et de cette sorte de PIB, c'est que c'est à la fois la somme des productions et la somme des revenus. Et quand même, qu'on le veuille ou non, les revenus distribués dans l'économie et la manière dont ils sont distribués, la manière dont ils sont répartis, c'est quand même quelque chose qui intéresse. Voilà, donc mais si ça vous intéresse, lisez vraiment le rapport de la commission Stiglitz-Fitoussi. Il est, à mon avis, extrêmement éclairant sur le fait qu'il y a un côté chimérique à vouloir tuer le PIB et le remplacer par quelque chose d'autre, mais en revanche, il y a des tas de choses d'autres à regarder. Et alors, je disais qu'on avait cette loi qui avait dit qu'il faut avoir des indicateurs de développement durable. Les indicateurs, ils existent, mais les parlementaires ont voté la loi, mais voilà, à eux, puisqu'ils ont voulu que les indicateurs soient associés à la finance, ils peuvent avoir un débat sur l'évolution de ces indicateurs, il n'y a aucun problème. Et nous, on parle des tas de choses aussi, et ce qui est vrai, c'est qu'il y a un accent, il y a un tropisme pour le court terme et la conjoncture liée au marché financier, il y a des tas de choses qui font qu'on parle plus du PIB, des tresseaux du PIB que de tas d'autres choses, mais on produit des tas d'autres choses. Excusez-moi, que pensez-vous des PCS, des professions et catégories sociales et de leur pertinence aujourd'hui?
Parce que par exemple, sur des tableaux statistiques, la profession intermédiaire ou les chefs d'entreprise, j'ai du mal à saisir quelle catégorie ils représentent, ou par exemple désormais des livreurs Deliveroo ou des influenceurs sur les réseaux sociaux, dans quelle catégorie on peut les placer, par exemple dans des métiers qui sont apparus très récemment. Oui. Bon, évidemment, le problème, quand on est statisticien, on classe, et on ne peut pas s'empêcher de classer. Et si on ne classe pas, on ne dit rien. Donc on est un peu voué à devoir classer, parfois quand c'est difficile. Mais si on ne classe pas, encore une fois, on ne fait rien, quoi. Et c'est clair que les métiers du numérique, entre autres, brouillent des cartes aussi. Le fait que les cartes peuvent être, les frontières peuvent être brouillées dans les nomenclatures de produits entre l'industrie et les services. Vous pouvez avoir, si vous achetez un service de voiture, un droit d'accès à une voiture, plutôt que la voiture elle-même, est-ce que c'est un service, est-ce que c'est un bien donc il y a des tas de problèmes qui se posent comme ça, liés beaucoup au développement de l'économie numérique, des plateformes, etc. Bon, il se trouve qu'on a essayé d'adresser le sujet. Il y a eu, parce qu'on a une instance qui s'appelle le Conseil national de l'information et des statistiques. On réunit utilisateurs et producteurs, qui fait de temps en temps des groupes de travail. Il y en a un qui vient de produire son travail sur ces questions de nomenclature de profession, et en essayant de se garder, de ménager la chair avec le chou. C'est-à-dire, il faut continuer à classer, parce que sans ça, on ne racontera plus rien. Et en même temps, essayer de temps en temps d'avoir un peu une approche horizontale pour avoir les métiers verts, les métiers du numérique. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et puis quand vous parlez des questions après, on est un peu parfois attaché à des questions administratives. On devrait l'être plus ou moins, mais donc c'est clair que sur ces questions de plateforme, la messe n'est toujours pas dite, hein, sur salariat, non-salariat. Voilà. Bonsoir. On entend souvent des personnalités politiques ou des personnes plus ou moins qualifiées dans un certain domaine appuyer leur argument, voire le baser sur les chiffres, donc en disant ce sont les chiffres qui le disent, voire carrément c'est l'INSEE qui le dit. Mais est-ce que selon vous, personnellement, vous pensez qu'un chiffre ça dit quelque chose? Si oui, est-ce qu'il peut se contredire lui-même? Et sinon, qui est en droit de l'analyser? Ah oui. Oui, c'est ça. Vraiment, ouais. Non mais, je suis pas assez compliqué. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Nous, on essaye de produire les chiffres et on essaie de leur donner un sens, plus que la plupart des autres associations, comme je le disais, de les contextualiser, de faire du storytelling et de les mettre dans une... Après, il y a 1000 manières d'utiliser un chiffre. Regardez, le truc le plus commun, c'est sur le partage de la valeur ajoutée. Le partage de la valeur ajoutée en France, donc c'est la part des salaires versus la part des revenus du capital dans la valeur ajoutée produite. En gros, c'est assez stable sur longue période. Je vous passe les technicités. Mais la part du travail dans la valeur ajoutée a beaucoup augmenté dans les années 70 et après les deux chocs pétroliers, parce que les salaires étaient indexés sur les prix, et donc c'est les marges des entreprises qui ont payé les chocs pétroliers et pas tellement le pouvoir d'achat des salariés. Donc la part des salaires dans la valeur ajoutée a atteint un pic au début des années 80. Et puis ensuite, il y a eu, en fait, ça a baissé autour du contre-choc pétrolier de 86, et puis on est revenu, ça c'est de la vieille histoire, et depuis c'est assez stable. Il y a, ça c'est l'histoire complète. Après, il y a des tas de gens qui racontent qu'une partie de l'histoire, et il y a beaucoup de gens par exemple qui disent la part des salaires de la valeur ajoutée n'a cessé de baisser depuis 80 en partant du point haut de 80. Ça c'est un exemple typique de ce qu'on rencontre. Et ça on en a des tonnes. C'est pas faux, mais ce n'est qu'une partie de la vérité. Nous, on ne peut pas à chaque fois intervenir dans le débat en disant attention, attendez, etc. Alors on essaye quand on voit qu'il y a une erreur qui se répète, on essaie de faire une publication qui remet ça dans un contexte historique, etc. Mais le blog peut permettre, encore une fois, le blog peut permettre
de répondre de temps en temps plus rapidement à des choses comme ça, répétitives qui arrivent. Bonsoir monsieur, on a évoqué la prise en compte de l'économie informelle. Pensez-vous qu'il existe une façon efficace de mesurer l'économie liée à la drogue ou à la prostitution en France? Alors ça c'était, on avait un différent avec Eurostat, c'est la direction générale de la Commission européenne en charge de la statistique, qui fait les règlements européens, qui vérifie qu'ils sont appliqués, et qui doit y aller régulièrement. C'est à Luxembourg, demain je vais à Luxembourg, on a eu des réunions, on a 3 réunions par an, les patrons des statistiques et Eurostat. Et un des différents qu'on a eu on a de temps en temps, c'était sur la mesure de la... Parce que la mesure du... Et ça renvoie à cette question de mesure du PIB, est-ce que la PIB est la bonne métrique, etc. Dans les conventions internationales, le PIB, comme je disais, c'est tout ce qui est transactions marchandes, réalisées de plein gré, je crois, il me semble qu'il y a ça. Et qu'elles soient d'économie formelle ou informelle. Et donc à ce titre, il y a un débat pour savoir si la prostitution et la drogue, ça doit faire partie ou pas. Et nous, longtemps, on a résisté. On a résisté parce qu'on disait tout ça, c'est quand même fait d'une manière quand même modérément. Les parties sont modérément bénévolentes et tu as un rapport de force. Et donc, et puis, il y a un pays qui a dit non, mais attendez, je ne vous dirai pas quel pays. Mais attendez, nous, on a X petit pourcent ou promille de PNB, de revenu national brut lié à ces questions de drogue. La France ne les met pas. Et comme le budget européen il est fondé sur cette clé, ça veut dire qu'on paye trop et que la France paye pas assez. Donc on a eu des longs échanges et puis on a fini par mettre une estimation du trafic de drogue. Et là, il y a une question intéressante, c'est que, en fait, une fois qu'on a fait ça, voilà, on avait coché la case, il n'y a plus de débat. Il n'y a pas grand monde qui a regardé la diversité des méthodes, et tous les pays ont des méthodes absolument diverses. Les Britanniques, par exemple, ont fait un travail extrêmement détaillé sur le terrain, notamment en matière de mesure de la prostitution. Non, mais moi, c'est un sujet, si vous voulez, sur lequel j'ai pas de conviction. Je suis partagé entre ma logique de dire le cadre comptable, il faut que les choses... et donc, si on veut regarder la somme des revenus dans l'économie, il faut le prendre. Bon. Et puis, la question que ça peut décrédibiliser le PIB et que ça ajoute de l'eau au moulin de ceux qui disent « Regardez, cet indicateur n'a pas de sens ». Donc moi, je suis partagé. On a fini par respecter les règles parce qu'on n'avait finalement pas le choix. On a mis un chiffre. On l'a mesuré à partir d'une étude de l'Office, j'avais oublié l'acronyme, enfin l'Office de l'Observatoire des drogues et des trafics, etc. Franchement, je ne suis pas sûr que ça soit bien fait. Mais je ne suis pas sûr non plus que ça soit dans la mesure de ce phénomène que je dois investir et mettre beaucoup de moyens par rapport à tout ce qu'on me demande en permanence. Vous voyez, c'est un sujet sur lequel j'ai essayé de vous répondre de manière un petit peu claire. Là, je ne suis pas clair parce que je ne suis pas clair. Bonsoir. Pour en revenir aux questions du numérique, utilisez-vous les algorithmes et l'intelligence artificielle dans vos études? Alors pas vis-à-vis de ce qu'on appelle les INSEE. Donc si vous allez sur le site de l'INSEE, on ne vous donnera pas à manger ce que vous avez déjà voulu voir précédemment. Ça, vous pouvez y aller tranquillement. Mais ça, c'est de la blague. Après, oui, on essaie de faire des choses. On essaie de faire des choses dans différents domaines, des choses métiers, par exemple, dans le recensement, on vous demande le nom de votre entreprise et